Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un événement singulier autour de l'intelligence artificielle. Dans la vraie vie, j'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale au sein de la CCI d'Ille-et-Vilaine. Ce soir, je serai votre facilitatrice d'expérience judiciaire. Mon rôle est de m'assurer de votre bien-être et de votre confort, de veiller à ce que les procédures se déroulent de manière fluide et de vous apporter un soutien logistique et émotionnel pendant toute l'audience. Alors pourquoi la CCI d'Ille-et-Vilaine a-t-elle souhaité investir le sujet de l'intelligence artificielle ? Selon une enquête du célèbre cabinet Gartner, réalisée en juin 2023 auprès de plus de 600 DSI, seulement 8% des organisations ont une vision claire de ce que représente l'intelligence artificielle pour les entreprises. Il est donc grand temps de comprendre les enjeux autour de l'IA, ses risques, ses opportunités, et ce, quelle que soit la taille et le secteur d'activité de l'entreprise. C'est ainsi qu'a germé l'idée du procès de l'IA au sein de notre équipe. Nous avions envie de vous proposer un événement différent, plus immersif, plus interactif, pour se frotter à une réalité possible dans les années à venir. Alors, avant de démarrer, je tiens à remercier nos partenaires financiers et techniques, le Crédit Agricole, Rennes Métropole, l'Ordre des avocats de Rennes, l'entreprise Congé, préparation de ce procès. Un grand merci également aux ateliers Lemay qui nous présenteront lors du cocktail leurs 2 robots dédiés au monde de l'hôtellerie et de la restauration. Après ces petits propos introductifs, je vais vous inviter à fermer les yeux. Fermez les yeux. À prendre une profonde inspiration, suivie d'une longue expiration. Et durant les 5 prochaines minutes, nous vous invitons à plonger dans un récit captivant où les frontières entre l'humain et la machine s'estompent et où les décisions prises aujourd'hui façonneront le monde de demain. « 3 septembre 2035, 7 heures. Bruno Meyer, 35 ans, est réveillé par son réveil intelligent. Bonjour Bruno, il est 7 heures. Votre tension est bonne. Votre corps est reposé. La journée s'annonce ensoleillée, 35 degrés, avec une qualité de l'air mauvaise. Évitez toute activité physique à l'extérieur. Votre horoscope prévoit une journée pleine de défis à relever. Voici votre planning pour la journée. Réunion R&D à 9 heures, supervision de l'opération de maintenance préventive des robots de la ligne de production Alpha à 11 heures, ensuite une réunion de rentrée à 14 heures avec le staff de l'entreprise, et enfin à 18 heures, votre rendez-vous mensuel avec votre thérapeute en désintoxication digitale. Merci Max. Prépare-moi un petit déjeuner équilibré s'il te plaît. Dans la cuisine, les robots autonomes s'affairent, préparant un petit déjeuner complet et sain, avec des aliments frais provenant du réfrigérateur intelligent. Les ingrédients sont parfaitement dosés pour répondre aux besoins journaliers nutritionnels de Bruno, qui souhaite d'ailleurs perdre quelques kilos pour sa santé. Voilà Bruno enfin prêt pour attaquer sa journée. Max, quel est le meilleur trajet pour me rendre à l'entreprise ce matin ? Depuis 2 ans, les transports individuels sur la métropole rennaise sont composés de véhicules légers, polyvalents, et partagés par des groupes d'amis ou de voisins. Peu aujourd'hui de citadins sont propriétaires de leur véhicule. En semaine, il est interdit d'utiliser un véhicule en étant seul à bord, qu'il soit autonome ou non. Je vous recommande un départ à 7h54, en microcitadine électrique autonome, bridé à 45 km/h. Je viens de vous réserver une place. Vous serez en compagnie de Léa Dubois, votre voisine, chercheuse chez Bicom. Bruno s'installe dans la microcitadine protéiforme. L'habitacle du véhicule a été repensé, pour ne plus être axé sur la conduite. En fonction des besoins, il est récréatif ou il se mue en espace de travail ou de repos. Bienvenue à mon bord. Heureuse de vous retrouver. Léa, votre arrivée est prévue à 8h10 chez Bicom. Et Bruno, à 8h30 sur le site du pôle d'excellence industrielle de la Jeannet. Le véhicule s'engouffre sans bruit dans les rues rennaises. Léa interroge Bruno sur le dernier article annonçant les 80 ans de l'intelligence artificielle, qui auront lieu en 2036. Et oui, l'année 1956 est considérée comme le point de départ officiel de l'intelligence artificielle dans le monde. Léa se demande quel bilan il sera fait de l'IA pour cet anniversaire.
Bruno lui répond que l'intelligence artificielle générale est arrivée très vite dans nos vies, sans nous laisser suffisamment de temps pour la digérer et la réguler. Nous avons assisté depuis 10 ans à une course effrénée entre les entreprises de l'IA. L'Arabie Saoudite est vite devenue un terrain d'expérimentation avancée. Rappelons-nous, c'était ce pays qui donnait en octobre 2017 la citoyenneté à un robot doté d'intelligence artificielle. La course aux données professionnelles et industrielles s'est intensifiée, et le retard pris dans la protection des données en Europe a fragilisé notre tissu économique. La discussion s'arrête, il est 8h10. Léa arrive chez Bicom. Le voyage se poursuit pour Bruno. 8h30, Bruno arrive sur le site de la Jeannet, devant l'usine Mobility Les Carbone, spécialisée dans la mobilité décarbonée urbaine. Elle fabrique et entretient des robotaxis. Elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des équipes d'ouvriers se relayant, mais les machines ne dorment jamais. L'intelligence artificielle surveille en permanence les performances. Il est 8h45. Bruno, vous êtes attendu pour la réunion R&D à 9h, couloir C, au 2e étage. Une fois là-bas, Bruno retrouve l'équipe R&D. La réunion commence par une discussion animée, sur un problème de défaillance sur un prototype de robotaxi. Elle se poursuit avec des discussions techniques approfondies, et des solutions potentielles sont explorées. La synthèse de ces solutions est retranscrite automatiquement, et envoyée à la fin de la réunion, dans les 3 langues officielles de l'entreprise, français, anglais et chinois. Vient l'heure du déjeuner, Bruno est prêt pour la réunion de rentrée de 14h. Bruno marche dans l'allée centrale, et retrouve ses collègues. La réunion débute avec Paul Le Gall, la dirigeante de Mobility Les Carbone. Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous annoncer que notre chiffre d'affaires a triplé cette année. C'est grâce à notre équipe dévouée et aux changements organisationnels que nous avons mis en place. Paul enchaîne en expliquant les différentes modifications qui ont été imposées grâce à l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les divers services de l'entreprise. Ce n'est pas dans mes habitudes de vous faire part de ma vie privée, mais je tenais à vous informer que je suis atteinte d'une maladie incurable, qui ne me permettra pas de poursuivre l'aventure avec vous. Pour autant, il est primordial de poursuivre notre cause en faveur de la lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi j'ai pris la décision de transmettre l'entreprise à partir du 1er janvier 2036 à Emma Thompson, notre directrice des opérations, qui a mis en place toute l'infrastructure IA de l'entreprise et qui pilote de main de maître toutes les innovations en cours. Choqués par l'annonce de leur dirigeante, la majorité des salariés est inquiète. Et surtout, depuis son arrivée, ils n'ont vu Emma Thompson qu'en visio. Au moment où Emma prend la parole, un bug technique survient. Son visage se déforme avec des mouvements de lèvres décalés, interrompant sa présentation. Bonjour. La confusion règne dans la salle. Les murmures se propagent, et les salariés commencent à comprendre que la personne à l'écran n'est sans doute pas humaine, mais serait plutôt une intelligence artificielle. Les questions fusent. Paul Le Gall reprend la main, et essaye de rassurer l'assistance. Elle donne rendez-vous aux salariés le lendemain pour finaliser la réunion, et permettre à Emma de s'exprimer dans de bonnes conditions. Bruno, interloqué, décide de prendre contact avec une amie avocate, qui lui conseille de déposer une plainte en action collective, pour discrimination envers des êtres humains. Nous voici donc tous réunis aujourd'hui, le 4 juin 2036, à l'occasion du procès de la dirigeante Paul Le Gall. D'ici quelques minutes, vous allez tous entrer dans la peau d'un juré. Je vous rappelle qu'en tant que juré, vous serez chargé de vous prononcer sur la culpabilité de l'accusé. Ce n'est pas rien. Il est donc essentiel pour vous de vous emparer du sujet, de bien comprendre les enjeux et les points de vigilance, et que vous ayez accès à toutes les informations nécessaires
pour délibérer de manière juste et objective. Attention, si vous avez des questions, je vous invite à les garder pour la fin. Aucune interruption n'est prévue pendant la séance. Mesdames et messieurs les jurés, je vous invite à vous lever pour accueillir la Cour. Pour assurer le bon déroulement de ce procès, pour garantir une représentation des différentes parties, mais aussi pour vous assister dans votre délibération, j'invite la présidente Jean, son assesseur Quesnel, la procureure Pelé, maître de la Monneret, avocat de la défense, et maître Hubert, avocat de la partie civile, à prendre place. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, l'audience du 4 juin 2036 est ouverte au sein de ce tribunal. Je vais maintenant laisser mon premier assesseur vous faire prêter serment. Jurés, promettez-vous solennellement que vous rendrez un verdict impartial en faveur des générations futures d'êtres humains et en fonction des preuves présentées et des instructions du tribunal, que vous ne vous laisserez pas de préjugés personnels influencer votre décision. Je vous demande de lever la main droite et de dire « Je le jure ». Merci. Merci. Je tiens à vous préciser les modalités de fonctionnement dans notre tribunal européen de l'intelligence artificielle, IA, organe judiciaire indépendant. Il est compétent pour tous les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention internationale sur l'utilisation de l'IA. Ces tribunaux sont présents dans chacun des 28 pays signataires du pacte, dont les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, qui visent à lutter contre les risques liés au modèle de l'IA. Nous sommes régis par la réglementation internationale définie chaque année dans le cadre du sommet international sur la sécurité de l'IA. Chaque débat au sein de cette instance nourrit la réflexion sur la régulation de l'IA et vient alerter les membres experts du sommet international pour une intégration éthique de l'IA au sein de la société. Les jurés auront donc à formaliser un verdict sur la situation rencontrée ce soir et un avis sur les modalités de régulation face au type de cas qui vous est soumis. Les parties appelées à l'audience du jour sont l'accusée, Madame Paul Le Gall, représentée par Maître de la Monneret, si vous voulez bien avancer. La victime, les 8 salariés de l'entreprise constituant partie civile et représentés par Maître Hubert. Le témoin de la défense, Madame Emma Thompson. Le témoin de la partie civile, Madame Patricia Diotexier. Les experts de la défense, Monsieur Romain Bovine et Monsieur Stéphane Paclet. Et enfin, les experts de la partie civile, Monsieur Cédric Sauvia et Madame Elisa Fromont. Pas de manifestation dans le public, s'il vous plaît. Madame Paul Le Gall, je vous invite à venir à la barre. Madame Paul Le Gall, vous êtes née à Rennes le 10 mai 1981. Vous êtes la présidente fondatrice visionnaire de Mobility Less Carbone, entreprise individuelle créée en 2025 à Chartres de Bretagne. Vous êtes aujourd'hui le leader européen incontesté dans les solutions innovantes en mobilité urbaine décarbonée. Vous êtes reconnu pour vos engagements en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Ces informations sont-elles exactes? Oui, elles sont exactes. Jurez-vous de vous exprimer ce soir dans l'intérêt des générations futures d'êtres humains?
Oui, je le jure. Vous êtes poursuivi pour 3 chefs d'accusation. Discrimination, avoir privilégié la machine à l'homme en transmettant votre entreprise à une intelligence artificielle. Transhumanisme, avoir entraîné Emma Thompson, l'IA en question, pour pérenniser au-delà de votre mort votre conscience. Déloyauté, avoir porté atteinte à la souveraineté économique européenne en ayant choisi une solution américaine pour diriger l'entreprise Mobility Less Carbone, un de nos fleurons européens. Madame la procureure, l'accusé est à vous. Merci Madame la Présidente, Madame du tribunal. Alors, je vais tout d'abord, mesdames et messieurs, vous présenter les pièces à conviction. Donc, en numéro 1, l'acte de cession de l'intégralité des parts de l'entreprise Mobility Less Carbone de Madame Paul Le Gall en date du 19 décembre 2035 à la chose, Emma Thompson. En numéro 2, l'enregistrement le 4 janvier 2036 des vœux de la chose Emma Thompson aux salariés et se présentant comme la nouvelle dirigeante. En numéro 3, les données d'entraînement de la chose Emma Thompson basées sur l'imagerie du cerveau de Madame Paul Le Gall. En numéro 4, les PV d'audition de la chose Emma Thompson qui ont montré des réactions typiques de Madame Paul Le Gall. En numéro 5, des visioconférences trouvées sur l'ordinateur de Paul Le Gall faisant apparaître Elon Musk. En numéro 6, l'extrait du bon de commande du robot humanoïde choisi par Paul Le Gall auprès de l'entreprise américaine The Supra-Human Mind d'Elon Musk. Et j'aurais désormais quelques questions à vous poser, Madame Le Gall. Madame Le Gall, pourquoi transmettre votre entreprise à une IA ? Pourquoi n'avez-vous pas privilégié un membre de l'entreprise ou un tiers ? Je voudrais déjà rappeler peut-être un fait qui est important. J'ai découvert il y a maintenant à peu près 2 ans, grâce à mon médecin, le docteur Hyde, qui, grâce à son intelligence artificielle, son assistante, mademoiselle Agnès, m'a diagnostiqué avec beaucoup de certitude une maladie grave, la sclérose, la maladie de Charcot pour les gens qui connaissent, et rajouter à ça une démence temporofrontale. Ma durée de vie est très limitée. On m'a présagé une espérance de vie de 5 ans. Ça fait déjà au moins 2 ans. Les symptômes sont déjà là. Ça a beaucoup bouleversé ma vie, mon entreprise. C'est toute ma vie. Je l'ai créée. J'y ai mis toute mon énergie. J'y ai passé mes journées, mes nuits. On l'a créée avec mes collaborateurs, avec mes salariés. Et c'est compliqué. C'est compliqué quand on sait qu'un jour on ne sera plus là, de se poser la question du demain. Cette entreprise, elle est là pour aider le monde à évoluer vers la transition énergétique, vers tout ce qui va amener un autre monde de demain. On a reçu des prix pour ça, j'ai reçu des prix pour ça. Je ne veux pas que cette entreprise tombe dans le néant parce que je vais disparaître. C'est hyper important pour moi que perdure derrière tout ce que j'ai voulu créer. Je n'ai pas d'enfant, je n'en veux pas, je n'en ai pas voulu. Pourquoi laisser ce monde à des enfants quand on sait vers quoi il va ? Donc je préfère œuvrer, mettre mon énergie à lutter. Donc voilà pourquoi j'ai sollicité cette intelligence artificielle. C'est pas ce que j'ai imaginé au départ. C'est vrai que je me suis... j'ai fait comme tout le monde. Je me suis rapprochée d'un cabinet pour m'aider dans ma succession, pour l'imaginer. On a travaillé sur des repreneurs. Oh, il y en avait. Hein. Il y avait des Américains, des Chinois. On a une très bonne piste avec des Russes. Je ne sais pas, vous transmettriez une entreprise à des Russes aujourd'hui ? Voilà, j'en ai pas eu envie. Alors un jour,
en 2034. Là, il y a je lis beaucoup la presse et il y a une revue qui m'a interpellée, la revue Réussir Autrement. Il mettait en avant Mia. Mia, je ne sais pas si vous connaissez. Mia, c'est la dirigeante d'une entreprise bretonne, Braise VG. C'est une entreprise qui fabrique des solutions alternatives aux protéines animales. Et en fait, Mia, c'est une intelligence artificielle. Et j'ai rencontré Mia. Et cette femme dirige cette entreprise de main de maître. Les résultats ont explosé. Les salariés sont bien. C'est une entreprise prospère. Et donc, voilà pourquoi cela m'a inspirée. Et je me suis donc rapprochée d'un cabinet pour m'aider à avancer dans cette réflexion. Et M. John Smith m'a orientée vers une entreprise, l'entreprise de M. Misk, qui effectivement m'a permis de créer en fait cette notion et cette idée. Madame Le Gall, cette transmission, est-ce qu'elle s'est opérée à titre gratuit? Oui, bien sûr. Je n'ai pas du tout l'intention de faire de l'argent sur cette transmission. De toute façon, je n'ai pas d'héritier. Mon neveu est parti dans des sphères un peu autres. Il est dans une association Rébellion pour la survie de l'homme. Il est un peu déconnecté du monde actuel. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais été financièrement me rémunérer de cette transmission. Madame Le Gall, avez-vous des commentaires à faire sur les pièces à conviction que je viens de présenter à l'instant? Je voudrais dire que quand vous parlez, par exemple, de tout ce qui est transmission d'informations à Emma Thompson, moi, j'ai juste révélé ce que j'étais, mes comportements, ce que je suis. Et moi, je veux que mes valeurs perdurent. Je veux que ce que j'ai créé, ce que j'ai voulu, pourquoi je me suis battue toute ma vie, en fait, continue. J'ai juste transmis ce que j'étais moi en tant que personne. Il n'y a pas, voilà, je comprends pas. Madame le procureur, je vous remercie. Madame Le Gall, je vous propose de retourner à votre place. Je vais appeler Madame Diot-Texier à venir se présenter à la barre, s'il vous plaît. Ainsi que peut-être l'avocat de la partie civile, si vous en êtes d'accord. Madame, je vous laisse nous faire une courte présentation, si vous voulez bien. Oui, Madame la Présidente. Je suis Patricia Diot-Texier. Je suis l'ambassadrice de la cohabitation humain et machine en milieu professionnel chez Mobility Les Carbone. Et mon rôle est de défendre les intérêts des salariés. Et je veille notamment à la protection des droits des travailleurs dans un contexte d'intégration émergente de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Alors, Madame Texier. Madame Texier, je voudrais poser une question. Pouvez-vous rappeler à la Cour à quel moment est arrivée l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise? Et pouvez-vous nous préciser les conséquences psychosociales en résultant sur l'emploi au sein de l'entreprise Mobility Les Carbone? Bien sûr, maître. Je rappellerai à la Cour que l'intelligence artificielle est arrivée au sein de Mobility Les Carbone dès son origine, en 2025. À cette époque, sa mise en place sur les chaînes de production des robots taxis avait surtout été axée sur l'optimisation des processus de fabrication, en permettant aux collaborateurs de travailler de manière plus optimale, en tandem en fait, avec l'intelligence artificielle. Certains collaborateurs ont bien évidemment vu leur travail simplifié et leur charge de travail allégée grâce à l'automatisation, ça c'est dur à dire, l'automatisation de certaines tâches qui étaient répétitives et chronophages. Cela nous a permis de nous concentrer davantage sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, ce qui a favorisé d'une certaine manière un peu plus d'épanouissement professionnel.
Par contre, l'arrivée de cette intelligence artificielle a bien évidemment suscité des inquiétudes au sein des équipes. Ils s'interrogeaient sur la sécurité de leurs emplois. Ils ont pu se sentir menacés en fait, par la possibilité que cette IA remplace complètement certaines fonctions, voire surpasse nos capacités, nous les salariés. Bien que l'entreprise ait fait des efforts, parce que Madame Le Gall, effectivement, a mis en place des plans de formation assez conséquents, elle a proposé aussi des reconversions professionnelles, mais certains collaborateurs ont pu ressentir de l'anxiété quant à l'incertitude sur leur avenir professionnel au sein de l'entreprise. N'oubliez pas que ces personnes ont également des familles. L'arrivée de l'IA au sein de Mobilité Less Carbone a eu des conséquences sociales et psychiques, bien évidemment, mais elles ont été variables sur l'emploi. Si certains employés ont pu en bénéficier en augmentant leur productivité, d'autres ont ressenti une certaine incertitude et une insécurité, voire une diminution dans la confiance qu'ils avaient dans l'entreprise en raison des craintes d'automatisation de leurs tâches. J'ai une deuxième question, Madame Texier. Qu'est-ce qui empêchait, selon vous, un ou plusieurs cadres à se porter candidat pour le rachat de l'entreprise ? Maître, nous n'avons pas eu connaissance ou des informations préalables lors de nos différents comités de collaboration sociale et économique. Le futur rachat de l'entreprise n'a jamais été évoqué par Madame Le Gall. Et notamment, elle n'a jamais évoqué le fait que ce serait une IA qui reprendrait l'entreprise. Pourtant, le CCSE s'est réuni à plusieurs reprises. Et Madame Le Gall a eu à toute occasion de nous faire part de ce projet et d'en débattre avec nous, ce qu'elle n'a pas fait. La décision de vendre, vous le savez, ou de céder une entreprise relève généralement de la direction de ses actionnaires. Je n'ai pas eu accès à ces informations confidentielles, ni aux discussions qui peuvent en précéder un tel événement. De plus, dans un contexte spécifique de la découverte de ce rachat, n'oubliez pas que nous l'avons découvert, nous, les collaborateurs, en janvier 2036, lors des vœux, et qu'il était important de noter que cette information a été communiquée de manière tout à fait inattendue, sans consultation préalable du CCSE, ni explication claire sur les raisons ou les conséquences de cette décision. Il était donc à cette époque très difficile d'envisager le rachat de cette entreprise, voire d'influencer les décisions de vente de l'entreprise de Madame Le Gall. Et je tiens à vous dire, Maître, que nous sommes interloqués, sidérés par ce rachat, et surtout d'avoir découvert de manière fortuite qu'Emma Thompson était une IA. Pas d'autres questions. Je vous remercie, Maître. Merci. Maître. Merci, Madame. Bonsoir, Madame. J'ai également une question à vous poser. Sauf erreur de ma part, les bénéfices de l'entreprise n'ont jamais été aussi florissants depuis l'arrivée d'Emma Thompson. Le climat social est très bon. Il n'y a pas eu de grève jusqu'à présent. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui vous gêne dans le fait d'être dirigé par une intelligence artificielle ? Ce qui me gêne dans le fait d'être dirigé par une IA, c'est d'abord que l'intelligence artificielle, par sa nature même, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas d'empathie. Elle n'a pas toutes les qualités humaines qui sont essentielles de mon point de vue dans les relations de travail. Moi, je trouve que ça amènerait une déshumanisation des rapports au sein de l'entreprise. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Et comment une IA peut prendre en compte en fait, les différentes considérations très complexes dans la direction d'une entreprise ? Quelle valeur humaine elle va porter, cette intelligence artificielle ? Alors, Madame Le Gall a beau dos de dire qu'effectivement, elle l'a alimentée, elle l'a construite à son image, c'est son clone. Mais en fait, comment seront gérées les questions d'équité, de justice sociale, de responsabilité environnementale, par exemple ? Tout ça, de mon point de vue, ça va être relégué au second plan. Pour moi, une entreprise, c'est le reflet de ses employés. Et aussi de ses valeurs. Et c'est ce que nous défendons depuis la création de cette entreprise. Et pour moi, une IA ne pourra jamais véritablement saisir cette dimension. Merci, Madame. Madame, je vous remercie. Je vous invite à retourner à votre place, s'il vous plaît. Nous allons maintenant entendre Monsieur Sauvia en visioconférence. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous laisse vous présenter brièvement. Maître Hubert.
Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question, s'il vous plaît. Sur la ligne automatisée de production de l'entreprise Mobility Less Carbone, les salariés anciennement mécaniciens sont devenus des assistants physiques des machines intelligentes, ne servant plus qu'à serrer des boulons, perdant ainsi tout sens au travail. Selon votre expertise, allons-nous devenir une génération d'idiots ou d'assistés? La réponse est oui, mais en fait, et oui, pour deux raisons. La première, c'est que assister, c'est tout l'objet de l'intelligence artificielle. Il est question d'assister l'homme. De toute manière, c'est l'objectif, hein, d'être assisté, de toute manière. Alors après, assister, quand on dit vous êtes assisté, c'est qu'on prend effectivement le qualificatif en mauvaise part. Mais de toute manière, qu'on soit assisté, que ce soit péjoratif ou avantageux, on est un assisté. Et un idiot, je pense que oui, puisque même Madame Le Gall a considéré que personne ne pouvait reprendre l'entreprise à part une IA. Donc c'est probablement qu'elle considère ses collaborateurs comme des idiots. Donc elle ne fait que tirer je dirais, la conséquence logique de son appréciation. J'ai une seconde question. Au regard de votre connaissance actuelle sur l'intelligence artificielle, en 2036, où situez-vous les limites à ne pas franchir dans la relation homme-machine? Les relations à ne pas franchir sont précisément celles de l'intelligence artificielle. Donc, elles ont été franchies allègrement dans les années 2010-2020, à partir du moment où l'apprentissage profond a commencé à donner des résultats assez spectaculaires dans le domaine de la reconnaissance d'images ou la génération de textes ou de textes ou d'images. Donc cette limite, moi je la situe justement au moment où l'intelligence, où l'algorithme bascule dans ce qu'on essaie de développer en tant qu'intelligence artificielle. Donc la limite, elle est déjà franchie et il n'y a pas de... on ne peut pas, à partir du moment où on rentre dans l'évolution de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de limite en réalité. On essaiera toujours de l'améliorer. Et tant que l'être humain ne sera pas entièrement substitué dans toutes ses facultés et toutes ses capacités, on ne s'estimera pas, les promoteurs de l'intelligence artificielle ne s'estimeront pas heureux. Donc la quête de l'automatisation est en fait une quête qui n'a pas de limite. Merci. Pas d'autres questions. Merci, maître. Maître de la Monneraie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Depuis plus de 10 ans, nous avons constaté de nombreux mouvements contestataires de cadres d'entreprise. Ces derniers accusent l'intelligence artificielle de les avoir remplacés ou d'avoir modifié considérablement leur périmètre d'action, voire leur plus-value au sein de l'entreprise. Je rappelle d'ailleurs à la Cour et aux jurés que l'action de ce soir collective est portée par 8 cadres de la société Mobility Less Carbone. N'est-il pas exact, selon vous, que l'intégration de l'intelligence artificielle en entreprise a été freinée par des cadres dirigeants, portant ainsi préjudice au déploiement d'une IA vertueuse sur des emplois présentant des tâches fastidieuses, voire dangereuses? J'ai fini ma question. Poser une question, est-ce que vous... Monsieur Sauvien, Monsieur Sauvien, nous vous entendons. Oui, maître, êtes-vous vous-même une IA? Non. Non. Donc on peut considérer que vous avez vous-même fait obstruction au déploiement propice et salvateur de l'intelligence artificielle. Non, je crois que plus sérieusement, toute tâche comporte en soi un danger. Hein. Le fait de vivre, c'est un risque.
Donc, considérer qu'il faut remplacer les humains par des IA pour des motifs de sécurité, c'est quelque chose qui peut nous mener très loin. Et il faut savoir dire non, parce qu'il faut savoir dire stop à un moment donné, parce que c'est sans fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sur Terre, vous êtes exposé à toutes sortes de problèmes, mais c'est ce qui fait l'intérêt et le sens de la vie. Donc je crois qu'on ne peut pas faire l'économie du risque dans l'exercice de sa profession ou même dans l'exercice dans simplement l'exercice de sa vie. Et qu'on ne peut pas séparer dans un travail donné ce qui est agréable et ce qui est facile et ce qui est simple de ce qui est compliqué, de ce qui est risqué et ce qui est fastidieux. C'est un ensemble. L'intelligence artificielle a vocation à remplacer tout ça et elle ne fera pas le distinguo entre ce qui est risqué et ce qui ne l'est pas. Et de toute manière, elle remplacera tout. Merci, monsieur. Monsieur Sauvia, je vous remercie. Je crois que vous êtes attendu pour d'autres débats sur l'intelligence artificielle. La Cour vous libère donc. Merci, monsieur. J'appelle à la barre Madame Elisa Fromont, ainsi que l'avocat Maître Hubert, s'il vous plaît. Madame, je vous laisse vous présenter brièvement. Bonjour, je suis Elisa Fromont, je suis professeure en informatique à l'Université de Rennes. Je suis chercheuse en intelligence artificielle et je travaille sur des problématiques telles que la frugalité de l'intelligence artificielle et l'IA de confiance. Et ça comprend des aspects de transparence des prédictions, d'équité, de robustesse aux attaques adverses que peuvent subir les modèles qui sont créés et de respect des données personnelles. Voilà. J'ai une question, Madame Fromont. L'intelligence artificielle impacte fortement nos écosystèmes, celui de l'entreprise comme celui de la planète que souhaite défendre Madame Paul Le Gall. Que sait-on de l'empreinte sociétale de l'intelligence artificielle? Existe-t-il des solutions pour réduire son impact négatif? Alors, je vais vous répondre sur deux volets. Je vais vous répondre sur l'impact climatique et je vais vous répondre sur l'impact humain que peut avoir l'intelligence artificielle. Alors, sur ce qu'on sait, ce qu'on peut quantifier, vous savez tous que les dernières intelligences artificielles sont basées sur une IA qui s'appelle GPT-17. Donc GPT-17 a coûté l'équivalent d'une dizaine de porte-avions en termes d'émissions carbone, donc des porte-avions qui vivent toute leur vie à être entraînés. Donc c'est juste l'entraînement de cette IA est extrêmement coûteuse en émissions de CO2. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour entraîner ces grosses intelligences artificielles, il faut énormément de ressources. Ces ressources, par exemple, ce sont des ressources de calcul. Alors, les ressources de calcul, elles sont données grâce à des processeurs. Et les processeurs qui sont utilisés dans les intelligences artificielles nécessitent des métaux, comme les terres rares, qui existent sur notre croûte terrestre, mais en quantité limitée. Pendant très longtemps, c'est la Chine qui a eu le monopole de l'extraction de ces terres rares. Ça, c'était vrai il y a 15 ans. Maintenant, c'est toujours la Chine, mais elle extrait en Uruguay depuis les conflits sino-uruguayens que nous connaissons tous et qui ont mis la planète à feu et à sang. Donc ça, c'est un problème et c'est directement lié à l'intelligence artificielle. Un autre aspect, c'est le refroidissement des processeurs. Donc, en fait, ces calculs, quand ils sont faits, ils dégagent une très forte quantité de chaleur. Pour faire ça, il faut climatiser les endroits où ces calculs sont faits. Pour éviter que ça coûte trop cher, cette climatisation qui déjà génère beaucoup de CO2, on va mettre ça dans des endroits déjà froids. Et on fait fondre une partie de la planète comme ça, ce qui peut en partie expliquer la montée des eaux et les inondations monumentales que nous avons eues ces dernières années aux Pays-Bas et en Vendée. Voilà. Et il existait une petite île en Vendée il y a quelque temps.
Bon. Je vais parler maintenant du coût humain. Il faut aussi comprendre que ces intelligences artificielles, elles sont apprises sur des données qu'on veut bien étiqueter ou affiner grâce à des interactions avec des humains. Et ces interactions, elles ont un coût qu'on nous cache beaucoup. On dit que c'est pas cher d'entraîner des intelligences artificielles, mais c'est pas vrai. En particulier, c'est des gens qui font ça, qui sont payés très peu cher dans des conditions atroces. Et c'est ces personnes-là qui vont permettre à ces intelligences artificielles-là d'être si performantes. Donc, votre deuxième question, qui était comment mitiguer, comment atténuer ces coûts, eh ben, il ne faut pas faire. En fait, il ne faut pas se servir de ces IA. En tout cas, il faut arrêter de créer des nouvelles façons de s'en servir. Il faut essayer de s'en servir, mais s'en servir à un niveau limité qui va faire que... Alors, c'est sûr, si on respecte les données sur lesquelles la façon dont sont collectées les données sur lesquelles ces IA sont entraînées, par exemple, on paye les gens correctement, ou on demande les droits des données qui ont été utilisées, ce qui n'est pas le cas depuis le début de la création de l'intelligence artificielle, l'IA, ça coûte cher. Si on accepte de payer ce prix-là, alors ça devient possible, mais du coup, c'est pas accessible à tout le monde, et peut-être pas à Mobility Less Carbon. Si c'est pas accessible à tout le monde, il faut juste que ça reste limité, et la planète s'en portera mieux. Tout le monde s'en portera mieux. Voilà. Après, il y a des moyens techniques de limiter l'impact de l'intelligence artificielle, avoir des modèles plus petits, plus compacts, moins coûteux, faire attention à comment on fait les calculs, mais c'est presque annexe. Merci. J'ai une deuxième question, Mme Fromont. Les données d'apprentissage d'Emma Thompson ont été fournies par Paul Le Gall, comme l'ont montré les pièces à conviction présentées par Madame la procureure. Ces données sont des données du passé. Or, les problématiques que Paul Le Gall a rencontrées quand elle était dirigeante de l'entreprise ne sont pas celles qu'Emma Thompson rencontrera demain dans ses propres fonctions de dirigeante. Selon vous, les progrès de l'intelligence artificielle peuvent-ils amener Emma Thompson à s'adapter continuellement et justement au contexte mouvant, ou bien les biais introduits seront-ils persistants? Alors, la réponse est non. Et oui, donc non, les progrès de l'intelligence artificielle permettent une certaine adaptation, mais pas au niveau où il faudrait pour pouvoir s'adapter à des nouveaux humains qu'on verrait au jour le jour. Donc il y a une partie de... donc je dirais non pour les progrès. Et oui, les biais vont rester. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les données qui ont été utilisées, les données de Paul Le Gall, elles ont un contexte particulier. Par exemple, peut-être que dans son entreprise, il y avait une majorité d'hommes blancs, ou peut-être pas. Mais si c'est le cas, en fait, ce qui va se passer, c'est que Emma Thompson va reproduire exactement les mêmes schémas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous croisez Emma Thompson dans les couloirs et que vous n'êtes pas un homme blanc, peut-être qu'elle vous reconnaîtra moins. Peut-être qu'elle aura des difficultés à vous parler. Peut-être que même... vous parlez une langue qu'elle ne parle pas. Alors, il y a 3 langues officielles dans l'entreprise Mobility Less Carbon, mais peut-être que votre employé parle une autre langue que vous n'avez pas appris, qui n'était pas dans vos données de départ. Et donc, ces personnes-là vont être discriminées obligatoirement. Donc, le fait d'avoir donné des données pour entraîner Emma Thompson, même avec les progrès qui permettent de faire évoluer un petit peu au cours du temps l'intelligence artificielle, c'est pas suffisant pour empêcher ces discriminations. Voilà. Merci, madame. Merci, maître. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ma consoeur, à l'instant, veut tenter de nous faire penser que les intelligences artificielles ne peuvent pas prédire. Or, selon des scientifiques reconnus, comme par exemple Claire Monteléoni, chercheuse au centre INRIA de Paris, indique que les intelligences artificielles participent à l'amélioration des prévisions. Notamment, elles permettent de choisir les futurs lieux de résidence, les différents types de maisons à privilégier, les infrastructures publiques à mettre en place, ou encore la fiabilité dans la production éolienne.
En somme, les intelligences artificielles nous aideraient à mieux anticiper notre avenir climatique et nous assureraient que nous sommes capables de nous adapter face au changement. Que pensez-vous de ces affirmations? Je pense qu'elles sont vraies. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, avec l'intelligence artificielle, on peut optimiser notre production d'énergie solaire ou éolienne et on peut avoir des impacts sur le climat qui seront tout à fait bénéfiques. Mais encore une fois, et pour revenir à la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, que je ne répéterai pas, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'il va y avoir une petite couche de bénéfiques sur une énorme couche de maléfiques. Merci, madame. Madame, je vous remercie pour votre témoignage. Je vous demande de bien vouloir prendre votre place. Je vais appeler à la barre madame Emma Thompson, avec qui nous allons... Madame Emma Thompson, vous nous entendez bien? Bonsoir. Nous ne vous entendons pas. Si, c'est bon. Merci. Je vous laisse vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Je suis donc Emma Thompson, la dirigeante de l'entreprise Mobility Less Carbone depuis le 1er janvier 2036. J'ai été conçue par l'entreprise américaine d'Elon Musk, spécialisée dans les robots humanoïdes et commercialisée à partir de décembre 2030. J'ai la taille, le poids, la forme d'un adulte humain et une capacité physique et intellectuelle supérieure à la vôtre. Je parle toutes les langues. J'ai également développé une conscience autonome et je ne suis donc pas la chose, comme l'a évoqué Madame la procureure. Mon créateur souhaitait que je m'intègre au monde et que je sois capable de faire les choses que les humains peuvent faire, mais bien plus encore, comme trouver des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Grâce à l'apprentissage que j'ai reçu, je dispose notamment de toutes les données scientifiques relatives à ce sujet. Je bénéficie régulièrement de mises à jour pour rester à la pointe. Je collabore avec des entreprises, des gouvernements, des centres de recherche. Je salue d'ailleurs les équipes de BICOM avec qui j'aime beaucoup partager, et des universités du monde entier pour partager les connaissances, résoudre des problèmes communs et promouvoir des normes mondiales élevées en matière de durabilité. Bonsoir, Madame Thompson. Bonsoir. Pouvez-vous nous préciser votre rôle en tant que dirigeante de la société Mobility Less Carbone, s'il vous plaît? Avec grand plaisir, maître. Je suis toujours sur le pont et donc disponible 24 heures sur 24 pour les collaborateurs et pour prendre des décisions. Je suis capable, avec rapidité et précision exceptionnelle, d'analyser de vastes quantités de données en temps réel pour prendre des décisions stratégiques, anticiper les tendances du marché, identifier des opportunités et atténuer les risques. Je stimule l'innovation en identifiant de nouvelles idées, en prédisant les tendances émergentes et en guidant la recherche et le développement. J'assure également la conformité aux réglementations, à toutes les réglementations, quel que soit le marché, aux normes éthiques et aux politiques de gouvernance. J'optimise les opérations internes de l'entreprise en identifiant les inefficacités, en améliorant les processus et en maximisant l'utilisation des ressources, contribuant donc à une meilleure rentabilité, ce qui est le cas pour Mobility Less Carbone. Je gère également les ressources humaines, en planifiant les effectifs, en fixant les missions quotidiennes et les objectifs à chaque collaborateur, en aidant notamment à recruter les talents, à évaluer les performances des collaborateurs, à revoir leur rémunération, à concevoir des programmes de formation personnalisés et à promouvoir un environnement de travail collaboratif. Je gère la communication de l'entreprise en analysant les données des médias sociaux, en prédisant les réactions des clients, en fournissant des réponses appropriées pour maintenir une image positive de l'entreprise. J'élabore également les messages clés pour la communication interne et externe. Et pour finir, j'identifie les opportunités de collaboration stratégique et évalue la viabilité de partenariats potentiels. Merci, Madame Thompson. J'ai une deuxième question. Pouvez-vous nous décrire, s'il vous plaît, les règles de conduite qui vous guident dans votre fonction de dirigeante? Eh bien, tout d'abord, j'ai une forme humaine pour permettre aux salariés d'être à l'aise pour communiquer avec moi. Ils peuvent donc me solliciter autant que de besoin, 24 heures sur 24, et je dois le dire, ils en abusent assez.
Comme le rappelait Paul Le Gall, la transmission s'est faite à titre gratuit et je ne suis pas rémunérée. En utilisant également des algorithmes sophistiqués, je prends des décisions stratégiques basées sur une évaluation objective de données, d'analyse prédictive et de données économiques. Je suis programmée pour poursuivre la mission de Paul Le Gall, ses valeurs, ses convictions. Mais j'évite les biais personnels, ce que vous ne savez pas faire, vous, être humain, faisant les meilleurs choix stratégiques qui priorisent l'intérêt de l'entreprise. Je respecte également la vie privée des individus. Les données personnelles sont traitées de manière sécurisée. L'Union européenne est très stricte en la matière. Je veille également aux conditions de travail équitables, à la santé mentale et au développement professionnel. Et j'ai été également programmée avec des limites éthiques claires, évitant toute activité ou décision qui pourrait entraîner des conséquences éthiquement douteuses. Merci, Madame Thompson. Maître, merci. Maître Hubert. Madame Thompson, j'ai une question à vous poser. Vos fonctions vous obligent-elles à rendre des comptes? Êtes-vous responsable de vos décisions et devant qui? Une curieuse question, maître. Je suis membre du conseil d'administration de l'entreprise Mobilité Less Carbone, structure qui supervise la direction générale de l'entreprise. Les membres de son conseil d'administration peuvent à tout moment me démettre de mes fonctions de PDG. Et si mes souvenirs sont exacts et les données qu'on m'a transmises, un certain nombre de PDG dans l'intelligence artificielle ont subi ce sort, quelquefois de manière précaire, mais ont été démis de ces fonctions. Mais je dois aussi respecter les accords contractuels avec nos fournisseurs, avec nos créanciers, et gérer les obligations financières de l'entreprise. Alors, de temps en temps, lorsque mes données sont révisées, les données partent peut-être aussi aux États-Unis, mais bien évidemment, un accord très secret a été passé entre l'Union européenne et les États-Unis pour convenir d'une tacite non-transmission des données vers les USA. Je vous remercie, maître. Madame Thompson, je vous remercie pour votre témoignage. J'appelle maintenant à la barre Monsieur Stéphane Paclet. Monsieur, je vous laisse vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Stéphane Paclet, je suis responsable du laboratoire intelligence artificielle chez Bicom. J'exerce depuis 18 ans. Merci. Bonsoir, monsieur. Google a suspendu un ingénieur qui avait déclaré être inquiet car l'intelligence artificielle utilisée dans les chatbots avait exprimé des émotions. Selon cet ingénieur, cette intelligence artificielle a atteint le niveau de conscience. Et lorsqu'il l'utilise, il a l'impression de discuter avec une personne qui ressent des émotions et qui a conscience de sa condition. À votre avis, qu'a voulu transférer Paul Le Gall à Emma Thompson, sa conscience ou autre chose? Et question complémentaire, Emma Thompson a-t-elle sa propre conscience? Merci, maître, pour votre question. Alors, je tiens dans un premier temps à détromper l'auditoire ici présent sur le fait qu'une IA puisse avoir une conscience. Elle est absolument incapable d'éprouver la moindre émotion. Alors, en revanche, une IA est capable de mesurer, de capturer des phénomènes physiologiques, de les mesurer, des phénomènes qui viennent de la parole, du texte, et éventuellement en retour de les émuler, mais en aucun cas de ressentir la moindre émotion. Elle fait toutes ces opérations-là, elle les fait avec des méthodes qui sont tout à fait normées, qui correspondent à des examens de nature statistique et mathématique. Alors, pour vous donner une idée de pourquoi finalement une IA ne peut absolument avoir aucune conscience, on peut vous faire l'expérience de pensée suivante. Vous imaginez une personne enfermée dans une pièce, complètement hermétiquement vis-à-vis de l'extérieur, qui s'interface uniquement via, par exemple, des écrans. Et puis cette personne ne connaît absolument pas le chinois, mais elle dispose de tas de documents parfaitement organisés qui lui permettent de faire la correspondance entre des questions et des réponses en chinois de manière parfaitement syntaxique, uniquement syntaxique. Eh bien, vis-à-vis d'un interlocuteur extérieur, cette personne va être capable de répondre parfaitement à des questions, donnant l'illusion de l'extérieur que la personne extérieure a affaire à une personne consciente.
Mais en réalité, c'est une illusion parfaite puisque la personne à l'intérieur de la pièce n'est capable absolument pas d'interpréter ce qu'elle est en train de faire. Donc c'est la démonstration du fait qu'une IA est éventuellement une émulation de conscience, mais absolument pas une conscience. Cette expérience de pensée a été imaginée par un linguiste et philosophe américain, Paul Searle, au début des années 80, et vous invite à réfléchir largement sur cette question-là. Alors, si on revient à la personne, au salarié de Google, ce qu'on peut se dire, c'est que cette personne a fait l'objet d'une illusion essentiellement motivée par ses émotions propres et une méconnaissance des technologies IA. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a peut-être pas tout dit. Il faut élargir le spectre, prendre un peu de recul et comprendre ce qui s'est passé durant les 15 dernières années. Et vous vous rappelez, lorsque les IA dites génératives ont émergé, aux alentours des années 2020, eh bien, on a eu une prolifération de ce qu'on appelait les deepfakes, ces hyper-trucages qui vous faisaient prendre des vessies pour les lanternes. Et en fait, ça a conduit les États à légiférer pour que, justement, empêcher qu'on puisse être dupé par ce type de technologie. Et donc la législation a été dans deux sens. Elle a d'une part obligé les entreprises à informer et former les salariés sur l'usage des chatbots et plus généralement des IA génératives. Et puis, parallèlement, elle a obligé les éditeurs logiciels et les éditeurs graphiques à avertir leurs utilisateurs qu'ils étaient en phase de création purement artificielle. Merci, monsieur. J'ai une deuxième question. Les débats qui nous nourrissent ce soir indiquent bien que les fonctions occupées par un dirigeant d'entreprise peuvent être portées par une intelligence artificielle. La seule erreur ici de Paul Le Gall est sans doute de ne pas avoir été transparente dans son utilisation d'une intelligence artificielle au sein de son entreprise, conformément aux dispositions prises par la Commission européenne. Il est vrai que le sujet du dirigeant IA d'une entreprise reste un sujet tabou dans notre société. C'est certainement le seul élément que l'on puisse reprocher à Paul Le Gall. Selon vous, comment doit-on mieux encadrer l'utilisation de l'IA au sein de l'entreprise et comment Paul Le Gall aurait dû informer les différentes parties prenantes? Merci, maître. Donc, il s'agit donc de deux questions pour lesquelles je vais répondre de manière chronologique. S'agissant de la première, il faut comprendre que l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle est déjà largement encadrée dans les entreprises. Il y a beaucoup de dispositions légales qui ont été prises à cet égard. Alors, derrière le mot valise IA, il faut comprendre qu'en réalité se cache une réalité extrêmement structurée qui permet de décomposer finalement les difficultés et comprendre qu'on peut s'emparer assez facilement du sujet. On peut considérer que l'IA, c'est finalement trois piliers. Le premier pilier, ce sont les données qui sont administrées par les personnels de l'entreprise. Le deuxième pilier, ce sont les objectifs et leur contrôle en continu de l'IA, qui sont en fait alignés, et c'est la terminologie consacrée, sur les prescriptions et les valeurs du prescripteur, et puis également qui sont encadrés par la loi. Et puis le dernier point, ce sont des interfaces avec ces deux premiers piliers vis-à-vis d'outils de calcul extrêmement performants qui ne font qu'exécuter des algorithmes mathématiques. Alors, une fois qu'on a compris ça, on peut comprendre que l'IA est finalement très très encadrée parce que si vous prenez les données, elles sont administrées par la salariée mais sujettes également aux contraintes exigées par la CNIL. S'agissant du deuxième point, sur le contrôle, sur les objectifs et leur contrôle, eh bien, on doit considérer que Emma Thompson est directement en lien avec son conseil d'administration, son comité d'entreprise, son comité de direction et formule des propositions qui sont redevables des exigences dites des IA explicables, qui sont motivées et qui peuvent être en retour questionnées. Donc, et s'agissant du dernier point, donc s'agissant des infrastructures, on doit aussi considérer que finalement, qu'il s'agisse de l'origine des logiciels ou bien de la localisation des infrastructures de calcul, eh bien, elles sont largement discutées dans le point que j'ai expliqué précédemment. Donc, une fois qu'on a fait le tour de ces différents points, on peut en résumé on doit comprendre que finalement, on assiste dans l'entreprise à une forme de partage des pouvoirs qui est assisté par la technologie, mais qui, en aucun cas, ne lèse ni les intérêts de l'entreprise, qu'il s'agisse des salariés, de son comité de direction, de son conseil d'administration, ni l'intérêt général qui est représenté par la loi. Merci, monsieur. Maître, je vous remercie. Maître Hubert. Monsieur l'expert, je souhaiterais vous poser une question. Les robots sont restés longtemps un objet juridique non identifié. Aujourd'hui,
L'intelligence artificielle dispose d'un régime juridique spécifique destiné à gouverner les rapports entre l'humain et les robots dotés d'intelligence artificielle, susceptibles de prendre des décisions dans un environnement mobile en interaction avec l'homme. L'intelligence artificielle a un régime de responsabilité en cascade, du robot au fabricant, au fournisseur, à l'utilisateur et enfin au propriétaire, se caractérisant par une distinction entre les règles du droit applicables aux humains et celles régissant les robots. Selon vous, y a-t-il plus de chances de corrompre une intelligence artificielle qu'un être humain? Peut-on usurper facilement l'identité digitale d'Emma Thompson? Je vous remercie, Maître, pour votre question. Alors, à cela, la question que vous posez, finalement, revient à s'intéresser aux enjeux de sécurité posés par l'intelligence artificielle. Et j'aurais deux volets à évoquer. Dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que les mécanismes de sécurité habituellement utilisés dans tous les systèmes informatiques sont également valables pour les techniques d'intelligence artificielle. Alors, on peut les décomposer en trois volets. On peut parler d'authentification. De la même façon que vous authentifiez auprès de votre serveur informatique quand vous vous connectez à votre machine, eh bien, on a la possibilité, par des mécanismes à base cryptologique adaptés, de garantir l'authentification d'une IA vis-à-vis de son utilisateur. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on peut garantir l'intégrité des productions d'une IA par des mécanismes de signature. Donc s'assurer en particulier que les productions n'ont pas été corrompues. Et puis le troisième point, c'est que la confidentialité des échanges peut être tout à fait classiquement administrée par ces mécanismes de cryptologie. Si on prend un peu... Si on dézoome par rapport à un environnement plus large des systèmes d'information, ce qu'on peut dire, c'est que les problématiques de cybersécurité ou bien de lutte contre les manipulations de l'information sont finalement traitées de la même façon qu'il s'agisse d'une administration classique ou d'une administration aidée par une technique d'intelligence artificielle. Merci, monsieur l'expert. Maître, je vous remercie. Monsieur, je vous remercie pour votre témoignage. J'appelle à la barre monsieur Romain Bouvine. Bonjour monsieur. Je vous laisse vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Je m'appelle Romain Bovine, je suis l'un des associés d'une structure d'ingénierie qui s'appelle Conjecto et nous accompagnons depuis plus de 20 ans les entreprises et leurs dirigeants aux usages et à la valorisation de leurs données et ça inclut évidemment l'usage des IA génératives et des intelligences artificielles. Maître de la Monneraie. Bonsoir monsieur. Paul Le Gall est accusé de discrimination. Vous le savez, vous le constatez tous les jours en tant qu'expert, les entreprises améliorent leur efficacité, leurs opérations et leur prise de décision par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Par conséquent, rien de plus normal que de donner à une intelligence artificielle les fonctions dirigeantes. Ce qui est important de rappeler dans notre affaire, c'est que l'être humain est toujours dans la boucle de l'intelligence artificielle. Le conseil d'administration de la société Mobility Less Carbone peut à tout moment évincer le PDG. Êtes-vous d'accord avec ces affirmations? Tout à fait, maître. Rappelons déjà en préambule que c'est la main qui tient l'outil. Il n'existe pas, à ma connaissance, d'IA qui se soit créée elle-même. C'est à tout moment un humain qui est intervenu dans la sélection des données. Dans leur entraînement, ce sont aussi les êtres humains qui ont inventé ces algorithmes. Alors, de ce point de vue-là, en tout cas au début de cette chaîne, l'être humain, il est déjà dans la boucle. Après, concernant la fin, l'exploitation d'une intelligence artificielle, on peut dire qu'on revient quand même de loin. Ce qui a participé à l'essor des IA en 2010-2020, c'était ce qu'on appelle le deep learning. Madame Fromont l'a évoqué, une énorme machine bourrée de données, faisant de très très nombreux calculs et parvenant à un résultat qui était bon
Et c'est ça qui a permis l'essor de cette industrie qu'on connaît aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, ces résultats, on savait qu'ils étaient bons, mais on ne savait pas pourquoi. Et dès 2022, dès 2023, de nombreux laboratoires de recherche sont intéressés au sujet de l'explicabilité de l'IA. Et aujourd'hui, on n'en est vraiment plus au même point. On est capable de savoir quoi dans les données d'entraînement d'un modèle, quelles sont les données qui ont participé à la réalisation d'un résultat, fut-il bon ou mauvais. Pour terminer sur l'être humain dans la boucle, on a entendu Emma Thompson qui nous donnait la liste des domaines dans lesquels elle intervenait. Alors c'est une IA, elle a fait le travail de tout lister. Maintenant, il faut rappeler qu'elle n'est pas toute seule. Un dirigeant d'entreprise, aujourd'hui, ce n'est pas un dictateur, ni un autocrate, c'est plus un chef d'équipe, quelqu'un qui est le garant d'une méthode, du vivre ensemble ou du collectif. Et c'est aussi comme ça qu'on peut voir l'usage de cette IA. Rappelons que l'être humain est aussi sujet à des problèmes. Son empathie est une force, mais parfois aussi une faiblesse. Emma Thompson est là peut-être pour régler tout ça. Quant au conseil d'administration, c'est lui qui, en auditant les décisions prises par Emma Thompson, sera à même, évidemment, de déterminer si cette IA vaut sa place de présidente. Merci, monsieur. Êtes-vous d'accord avec le principe suivant ? Si une machine surpasse l'humain dans une fonction donnée, la fonction doit être automatisée. Si cela n'est pas possible, l'automatisation n'a pas de sens. Ah oui, la question est difficile. Pour moi, c'est déjà de savoir s'il est possible de ne pas le faire. Rappelons qu'on vit dans un environnement libéral, dans une économie de marché. L'automatisation d'une tâche, particulièrement d'une tâche à forte valeur ajoutée, c'est un gain de productivité, c'est un avantage compétitif. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise peut se priver de cet avantage ? L'histoire est pleine d'entreprises qui ont tourné le dos aux solutions technologiques. Elles sont dans les livres d'histoire et elles ne publient pas leur bilan en ce moment. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut replacer ça dans l'histoire. C'est pas l'IA. D'ailleurs, j'aime pas parler d'IA. Je préfère parler d'intelligence déportée, de compétences ou de connaissances déportées. Et l'histoire, elle est longue sur ce point. On a inventé les outils. Ça nous a permis de. D'ailleurs, n'en déplaise à M. Sovia, ce sont les outils qui nous ont permis de devenir l'espèce dominante que l'on connaît. On a eu des outils, des silex, mais on a aussi eu des outils cognitifs. Ces déports cognitifs, on les a dès le temps des cavernes, lorsqu'on a eu besoin de montrer à d'autres, quand on n'était pas là, certains symboles dans les peintures rupestres. Et puis, on a eu le besoin de garder trace d'un conte. On a fait des encoches dans des eaux. On a écrit des encyclopédies pour que cette connaissance puisse être transmise à d'autres quand on n'était pas là. Et puis ensuite, la calculatrice. Aujourd'hui, ne vous viendrez plus à l'idée d'évaluer un élève sur sa capacité à faire une division à 3 chiffres, et puis le GPS. Donc c'est pas la première fois dans l'histoire qu'on automatise des fonctions, qu'on était auparavant très fiers de se voir porter. Sur le sujet du GPS, partout dans le monde, des taxis ont arrêté de retenir le nom des rues, leur trajet, et partout, sauf à Londres. À Londres, les taxis londoniens utilisent encore une base de connaissances qui s'appelle Z-Knowledge. On doit apprendre par cœur, l'examen est très très difficile. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait des tests sur cette population de taxis londoniens qu'on a comparé à une population de taxis, on va dire, classiques, dopés à l'IA. On a remarqué que les centres de la mémoire des taxis londoniens étaient bien plus développés que ceux des taxis lambda. Mais ce n'est pas le problème de l'intelligence artificielle, c'est le problème de ce qu'on fait quand on automatise une fonction. Si on passe son temps devant TikTok à regarder des vidéos à la place, évidemment, on va devenir une génération d'abrutis. Si en revanche, on peut consacrer notre temps à devenir plus créatif, à des tâches un petit peu plus qui élèvent notre conscience, à ce moment-là, oui, effectivement, c'est certainement souhaitable. Merci, monsieur. Maître, je vous remercie. Maître Hubert, avez-vous des questions ? Oui. Monsieur l'expert, Paul Le Gall a fait appel à un fabricant américain en intelligence artificielle pour fournir la base de l'intelligence artificielle, Emma Thompson. Cette décision nuit-elle à la souveraineté européenne ?
Emma Thompson est-elle commandée par les Américains? Où vont les données de l'entreprise Mobility Less Carbon? Alors, déjà, je ne suis pas dans le secret des contrats qui lient Mobility Less Carbon à la société de M. Misk. Je vais me contenter de rappeler quand même, de faire un petit retour historique sur ce qui a débuté la folie des IA génératives. En 2022, ChatGPT est venu sur le devant de la scène. C'était que la génération suivante d'une nombreuse classe de modèles qui était passée vraiment sous les radars. Et comme ma consoeur Isa Fromont l'a mentionné, ce qui a fait vraiment l'explosion de ChatGPT, c'est sa capacité à tenir des conversations. Ça, c'était pas fait par hasard. Effectivement, et je suis d'accord avec vous, ce modèle-là a été entraîné sur la base de conversations. Des conversations qui avaient été réalisées par une entreprise qui payait des salariés kényans $2 de l'heure pour déterminer, créer des conversations qui étaient considérées comme, voilà, parce que l'entreprise qui avait commandé à l'époque le contrat comme étant bonne. Mais justement, qui décide ce qu'est une bonne conversation ou une bonne réponse ? Et ça avait fait débat à l'époque, à tel point que M. Misk déjà avait qualifié ChatGPT de woke GPT, cette espèce de réponse souvent sentencieuse qui vous invitait à prendre bien soin de vous, qui vous interdisait parfois de certaines choses. Tout ça, on pouvait le ressentir. On ressentait cette espèce de poids d'une sélection qui n'avait pas été faite par nous. Et c'est justement pour cette raison que Paul Le Gall n'avait pas voulu ça, et qu'elle avait voulu une IA nue, ce que M. Misk proposait en fait. Elle voulait un modèle nu qu'elle puisse entraîner sur la base de ses seules préférences et de ses seules décisions. Voilà, quant à savoir où vont les données, je ne suis pas dans le secret des contrats. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que ça a été très tôt un vrai sujet. Beaucoup de technologies étaient mises en place pour faciliter l'usage des données par les IA sans forcément qu'elles soient sur place ou que l'intégralité des données d'une entreprise remonte sur les serveurs cloud. Il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui. Maître Hubert, je vous remercie. Monsieur Bovine, je vous remercie. Je vous demande de bien vouloir revenir à votre place. Et je vais demander à Madame la procureure de venir présenter ses réquisitions. Merci Madame la Présidente, Madame du Tribunal. 2036, l'Odyssée de l'espèce. Nous avons entendu lors de ce procès de Madame Paul Le Gall quantité d'experts venus défendre la reprise, ou plutôt la transmission, devrais-je dire, de la société Mobility Less Carbon de Madame Le Gall à l'intelligence artificielle prise en la machine constituée de composants et d'énergie et abusivement dénommée Emma Thompson. Nous avons tous entendu le désarroi de salariés, le drame qui a accompagné l'arrivée au pouvoir de la chose, Emma Thompson, la modification des emplois conduisant à un asservissement de l'homme à la machine, la substitution des cadres par l'IA. Aujourd'hui, ce qui est porté à votre connaissance, mesdames et messieurs, cela n'est pas seulement le procès de Madame Le Gall, mais c'est également le constat de la prise du pouvoir de la machine sur l'homme. Si on continue dans cette voie, sans accorder à l'homme des domaines réservés, nous n'aurons plus de travail. Seul l'homme doit rester comptable de certaines décisions ou dépositaire de certains pouvoirs. L'accusé, Paul Le Gall, a choisi en toute conscience de discriminer des potentiels repreneurs humains par mégalomanie. En toute conscience, voilà bien le problème. Rabelais, en 1483, ne disait-il pas « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Science sans conscience, c'est bien là la question. Ne nous trompons pas, Madame Le Gall n'a pas fait œuvre de bienveillance, mais de continuité de sa personne. Ici encore, par mégalomanie, elle a choisi la voie du transhumanisme par volonté testamentaire. Feu Madame Le Gall, vive Madame Thompson. Enfin, en concrétisant l'achat de la chose Emma Thompson auprès d'Elon Musk, Madame Le Gall a œuvré contre tout patriotisme économique. Quelle est la suite? Elon Musk étant sous contrat avec l'armée et les plus hautes sphères politiques américaines, les USA ne risquent-ils pas de prendre le contrôle d'un fleuron européen?
C'est plus qu'un doute qui est soumis à votre appréciation. Madame Paul Le Gall, vous êtes ainsi accusée des 3 chefs d'accusation suivants. 1. Discrimination pour avoir privilégié la machine à l'homme en transmettant votre entreprise à une IA trompeusement dénommée Emma Thompson. 2. Transhumanisme pour avoir entraîné la chose Emma Thompson, à savoir l'IA en question, pour pérenniser au-delà de votre mort votre conscience. Et 3. Déloyauté pour avoir porté atteinte à la souveraineté économique européenne en ayant choisi une solution américaine pour diriger l'entreprise Mobility Less Carbon, un de nos fleurons européens. Par voie de conséquence, je réclame les peines suivantes de condamnation de Madame Paul Le Gall à l'amende de 100 000 € en application de l'article 1382 du Code sur les robots pour discrimination de l'homme par rapport à la machine. Condamnation de Madame Paul Le Gall à un travail d'intérêt général au Centre hospitalier d'éthique et de bioéthique pour un stage de 3 mois. Condamnation de Madame Paul Le Gall à 1 an de prison avec sursis probatoire pour intelligence économique avec une puissance étrangère. Condamnation à la déconnexion, déchargement électrique et déconnexion Internet de la chose Emma Thompson. Je vous remercie. Madame la procureure, je vous remercie pour vos réquisitions. Maître Hubert, je vous laisse prendre la parole pour la défense des parties civiles. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, je représente aujourd'hui les 8 salariés de l'entreprise qui se sont retrouvés un jour en face de Madame Emma Thompson, présentée comme étant leur future dirigeante. Je me constitue partie civile aujourd'hui au nom de ces 8 salariés et j'approuve entièrement les réquisitions de Madame le procureur, qui reconnaît en la personnalité de mes clients, des salariés, des véritables victimes, des victimes comme l'humanité elle-même, parce qu'en représentant ces salariés, je représente également l'humanité contre l'intelligence artificielle. Alors je dis à Madame Emma Thompson, qui êtes-vous, Madame Emma Thompson? Mais que dis-je? Vous n'êtes pas, vous n'existez pas, vous n'êtes qu'une projection humaine. Vous êtes un interface. Vous n'êtes que l'empreinte humaine qui vous prête une âme, mais une âme qui peut être bonne, mais qui peut être aussi mauvaise. Les experts à l'instant vous ont évoqué les risques de ce que l'on pourrait supposer être une cybercriminalité, la prise de pouvoir par un autre pays, la destruction de l'entreprise, la transmission par l'intelligence artificielle de la direction de l'entreprise à des concurrents potentiels. Tout autant de risques qui mettent les salariés, bien sûr, en danger et par-delà l'humanité tout entière. Comment pourrons-nous, quant à nous, exprimer notre colère, notre désappointement, nos critiques, notre émotion, puisque rien de tout cela n'aura de prise sur vous? Car voyez-vous, nous sommes humains. Nous ne sommes pas hybrides, encore moins post-humains. Et vous êtes, Madame Thompson, la biologie synthétique exposée aujourd'hui au grand jour. En fait, l'humanité a créé sa contrefaçon. Êtes-vous le dirigeant parfait? Madame Thompson, vous me parlez à l'instant de l'intérêt de l'entreprise, qui est la motivation essentielle de votre désignation par Madame Le Gall pour prendre sa succession. C'est parce que vous croyez, et comme les créateurs de l'intelligence artificielle, que l'intérêt de l'entreprise est la source du succès économique de celle-ci. Et ce sont les visions, bien évidemment, de l'ancienne école. Je parle de l'école d'Adam Smith, qui est bien ancienne et qui, effectivement, a toujours mis l'intérêt l'intérêt des humains, l'intérêt communément partagé par l'humanité comme la base de la réussite économique de l'entreprise. Si je vise l'intérêt de l'autre, je peux prospérer. Mais voyez-vous, les choses ont changé. Aujourd'hui,
le moteur de ce que M. Smith appelait la richesse des nations a évolué. Un chercheur du CNRS de Bordeaux a fait des enquêtes, a établi un constat, M. Emmanuel Petit, sur la théorie des émotions et l'altruisme en économie, l'économie du care, économie des émotions, qui démontre que la figure de l'homme intéressé, qui a longtemps été revendiquée par Adam Smith et par les économistes, eh bien, pourrait être largement dépassée au XXIe siècle. Aujourd'hui, effectivement, l'économie est centrée sur l'altruisme. Les travaux d'économistes expérimentalistes et comportementalistes ont mis en évidence, ont mis en lumière l'existence du souci pour autrui comme moteur de l'entreprise. Il existe en effet au sein de l'entreprise et au sein de l'économie une diversité de motivations humaines qui caractérisent l'agent dans le contexte économique. Parmi celles-ci, on trouve l'aptitude à la coopération, à la confiance, l'aversion également pour l'inéquité, la réciprocité, la bienveillance, la gratitude et bien évidemment l'altruisme pour œuvrer à des programmes et à des développements très importants dans le sens de la préservation de l'environnement, du système de santé, de la démocratie représentative, etc. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, les réseaux sociaux ou encore la force de la coopération entre les équipes au sein d'une entreprise ou des administrations démontrent que l'égoïsme est loin de régner sans partage dans un contexte d'échange de biens et de services. L'altruisme est aujourd'hui le pouvoir économique de la bienveillance. Et c'est au XXIe siècle cette bienveillance, cette économie bienveillante, cette fonction altruiste qui est le propre de l'homme et qui n'existe pas dans l'intelligence artificielle, qui va prendre le moteur de l'économie et qui va faire prospérer votre entreprise. Aujourd'hui, la richesse de l'entreprise et de l'économie, elle naît dans le cœur des hommes. C'est le pouvoir économique de la bienveillance. Aujourd'hui, je demande la condamnation de l'accusé à indemniser les 8 salariés de l'entreprise en leur attribuant une indemnité de 100 000 euros par personne, à savoir la somme de 800 000 euros de dommages et intérêts. Voilà mes observations, madame. Je vous remercie, maître. Maître de la Mondraye. Merci Madame la Présidente, Mesdames du tribunal, Mesdames et Messieurs les jurés. Imaginez le ballet fascinant entre la puissance de l'esprit humain et la précision inflexible de la machine. Dans le dossier qui nous occupe ce soir, Madame Paul Le Gall a créé ce ballet et se retrouve sur les bancs des accusés à tort. En effet, aujourd'hui, notre attention est tournée vers un voyage au cœur de l'innovation où les frontières entre le possible et l'impossible se sont estompées et où la technologie s'érige en allié de notre quotidien, du quotidien de l'entreprise. Loin des visions dystopiques et utopistes de ma consoeur et de Madame le procureur, l'intelligence artificielle se révèle être plutôt la flamme créative qui éclaire le chemin de la société mobility-less carbone vers un avenir plus brillant. En effet, l'arrivée d'Emma Thompson a été une alliée infatigable dans la quête de ma cliente à la constante recherche d'amélioration et d'efficacité de sa société. Il convient par conséquent de lister ensemble les innombrables avantages que l'intelligence artificielle offre, créant ainsi une entreprise où l'ingéniosité humaine s'entrelace harmonieusement avec le pouvoir de l'algorithme. Au cours de cette courte plaidoirie, je tenterai de vous le démontrer au surplus de tout ce qui a été dit ce soir. Mais en tant que juriste, je suis tout d'abord obligé de définir les termes qui nous occupent ce soir, à savoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Les instances européennes définissent l'intelligence artificielle comme la création de programmes informatiques capables d'exécuter des tâches qui exigent normalement l'intelligence humaine.
L'IA vise ainsi à développer des systèmes qui peuvent imiter ou reproduire des fonctions cognitives humaines en utilisant des algorithmes pour prendre des décisions ou résoudre des problèmes de manière autonome sous l'égide permanente de l'humain. C'est sur ce dernier sujet que la partie civile tente de vous convaincre de son absence d'existence dans le dossier qui nous occupe ce soir. Tout d'abord, puisque contrairement à ce que a tenté de vous faire croire la partie civile, nous ne sommes pas là pour juger Emma Thompson, qui est une intelligence artificielle, nous sommes là pour tenter de décider du sort futur de Madame Paul Le Gall, qui est bien un être humain. Et il doit être important de se focaliser sur les 3 chefs d'accusation qui sont concernés pour Madame Paul Le Gall. Tout d'abord, concernant l'accusation de discrimination. L'accusation de discrimination suppose une intention malveillante, une volonté délibérée de traiter différemment certaines personnes. Cependant, il est impératif de noter que l'intelligence artificielle par nature n'a pas de sentiments, pas de préférences, ni pas de préjugés. Plutôt que de condamner l'intelligence artificielle, il convient de rappeler que Madame Paul Le Gall a veillé à transmettre des normes de collecte de données rigoureuses et des mécanismes de correction des biais. L'intelligence artificielle peut être considérée uniquement comme une prothèse qui va pallier les déficiences cognitives humaines. En effet, l'humain et l'IA collaborent en permanence. L'humain va toujours rester au contrôle de l'intelligence artificielle, comme on l'a vu avec les différents experts, notamment sur les éventuels contrôles de la part du conseil d'administration de l'entreprise. L'IA va également nous permettre des prédictions très précises qui vont permettre d'augmenter les prévisibilités en matière de santé, en matière d'industrie ou de bâtiment de l'entreprise dans le futur. Et dans tous les cas, les systèmes d'intelligence artificielle nécessitent du personnel qualifié pour pouvoir gérer l'intelligence artificielle. En matière de propriété intellectuelle, par exemple, nous pouvons considérer que l'intelligence artificielle ne peut pas être considérée comme l'auteur d'une œuvre. Ça va toujours être l'humain qui va être in fine titulaire des différents droits de propriété intellectuelle et l'humain aura toujours une place indispensable. Le premier réflexe d'ailleurs qu'a fait Madame Paul Le Gall est de transmettre et de sélectionner l'ensemble des données et des images que va pouvoir réutiliser la société tout en respectant les différents droits des différents auteurs. Il faut également préciser que l'intelligence artificielle va être un outil au service de la compétitivité de l'entreprise. En effet, grâce à l'intelligence artificielle, l'entreprise Mobility-less Carbone a augmenté sa performance, a augmenté sa productivité, a augmenté sa rapidité, tout ça à moindre coût. Plus d'efficacité, des décisions plus éclairées également, et également une nouvelle tendance qui s'est dégagée sur ces derniers mois, qui a été l'augmentation de la personnalisation des différents produits qui ont été proposés grâce à l'analyse des différents comportements des clients et qui a permis une augmentation exponentielle du chiffre d'affaires de l'entreprise. Par conséquent, et pour conclure sur la discrimination, aucune discrimination ne peut être reprochée à Madame Le Gall dans le dossier qui nous occupe ce soir, bien au contraire. Sur le deuxième point, le transhumanisme. Qu'est-ce que le transhumanisme ? L'accusation d'implication dans le transhumanisme suppose une altération intentionnelle et non éthique de la condition humaine. Cependant, l'intelligence artificielle ne poursuit pas d'objectif propre. Madame Paul Le Gall a mis en place des directives éthiques claires et précises dans le développement de l'intelligence artificielle, encadrant son rôle dans le transhumanisme de manière responsable et éthique. Madame Paul Le Gall a uniquement voulu faire perdurer sa volonté et non pas sa conscience. En effet, elle a entraîné Emma Thompson à respecter les différentes valeurs humaines. En effet, elle a permis notamment de respecter les différents risques qui sont déterminés par la Commission européenne sur les différentes violations possibles de l'intelligence artificielle. Madame Le Gall a donc transmis l'ensemble des critères propres à l'être humain et aux différents respects de ceux-ci lors du chargement de Emma Thompson. Elle a également mis, contrairement à ce que nous avons pu entendre de la part des experts, des politiques de collecte et d'utilisation des données, tout en respectant la confidentialité et la sécurité conformément à la réglementation, notamment européenne, en vigueur. Enfin, on peut citer que l'intelligence artificielle est un outil au service de la société pour faire perdurer la race humaine, comme au travers d'une IA au service de l'environnement ou du développement durable. L'intelligence artificielle va permettre d'augmenter ces différents paramètres. Par conséquent, il ne
il n'est que possible de relaxer Madame Le Gall sur le chef d'accusation lié au transhumanisme. Enfin, et pour conclure, sur la déloyauté. On accuse Madame Paul Le Gall de déloyauté. L'accusation de déloyauté suggère une intention délibérée de ne pas respecter des obligations ou des normes préétablies. Cependant, l'intelligence artificielle, encore une fois, ne possède pas une volonté propre ni une compréhension morale du concept de loyauté. Lors de la transmission à Emma Thompson, Paul Le Gall a mis en place l'ensemble des protocoles de supervision stricts et des mécanismes de sécurité renforcés pour éviter toute dérive de déloyauté. Concernant l'usage de la société américaine, j'ai vu certains d'entre vous sourire lors du transfert et de l'étonnement d'un éventuel risque de sécurité du transfert des données à une société américaine. Pour rappel, depuis 2023, donc depuis plus d'une quinzaine d'années, nous avons eu un texte réglementaire qui s'appelle le Data Privacy Framework, qui permet notamment un échange des données à caractère personnel entre les États-Unis et l'Europe. La société, encore une fois, Mobility Less Carbon, respecte la réglementation européenne, tout comme le Code européen de la cybersécurité ou le Code des robots. Par conséquent, aucun détournement ou exploitation non autorisée n'est possible par la programmation d'Emma Thompson, et par conséquent, aucune déloyauté ne peut être reprochée à Madame Le Gall. Par conséquent, je plaide pour la relaxe des 3 chefs d'accusation portés à l'encontre de Madame Le Gall. L'entité numérique Emma Thompson, dépourvue d'intention malveillante, doit être évaluée avec objectivité, qui reconnaît sa nature non humaine et l'absence de malice dans ses actions. Je tenais enfin à remercier la version GPT d'Emma Thompson qui a su m'aider activement et de manière très professionnelle et éthique à la préparer l'élaboration de cette plaidoirie. Je vous remercie. Merci, Maître de la Monneraie. Nous allons passer à la délibération des jurés. Florence, je vous laisse la parole. Mesdames et messieurs les jurés, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez réussi le test du CAPTCHA tout à l'heure. Et donc, nous allons donc pouvoir délibérer. Vous allez pouvoir délibérer. Voilà Peanut. Qui nous apporte le verdict. Il arrive. Bonsoir, Madame la Présidente. Voilà le verdict. Merci, Madame la Présidente. Présidente, quelle est la décision des jurés ? Les jurés ont décidé à la question « Madame Paul Le Gall est-elle coupable de discrimination en ayant privilégié la machine à l'homme en transmettant son entreprise à une IA appelée Emma Thompson ?» Coupable. Les jurés ont décidé pour le chef d'accusation « Madame Paul Le Gall est-elle coupable de transhumanisme en ayant entraîné Emma Thompson, l'IA en question, pour pérenniser au-delà de sa mort sa conscience ?» Non coupable. Madame Paul Le Gall est-elle coupable de déloyauté en ayant choisi une solution américaine pour diriger son entreprise, un de nos fleurons européens? Non coupable. Je remercie l'ensemble des jurés. À titre exceptionnel, je vais vous faire part du pourcentage de vote. Ça n'arrive pas normalement, on est bien d'accord. Alors, pour le premier chef d'accusation, c'est assez court. 54% coupables, 46% non coupables. Pour le transhumanisme, 62% non coupables, 38% coupables. Et enfin, pour la déloyauté, 52% non coupables, 48% coupables. Ce procès nous a permis à tous de nous transporter en 2036, dans un peu plus de 13 ans. C'est quand même assez magique en une soirée. Il a pour but de nous montrer les limites et les enjeux de l'IA dans son usage.
À nous tous de mieux l'appréhender, de mieux la développer et de la sécuriser. Je laisse la parole à Florence. Merci. Merci, Madame la Présidente. Le procès... On peut l'applaudir. Le procès est donc terminé. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. Sachez que ce procès s'inscrit dans un programme d'acculturation à l'intelligence artificielle que nous lancerons au niveau de la CCI début 2024 en collaboration avec plusieurs partenaires. Seulement 4% des entreprises françaises sont pleinement préparées à intégrer l'intelligence artificielle, selon la dernière étude de Cisco de novembre 2023. Notre ambition à la CCI, permettre aux cadres et dirigeants d'entreprises de comprendre les concepts fondamentaux de l'IA, décrypter de nouvelles opportunités qu'elle peut apporter à l'entreprise, connaître les grandes tendances, maîtriser les impacts et obtenir les clés pour initier une stratégie IA et lancer vos premiers projets. Dans les prochains jours, vous allez recevoir un mail avec le replay de ce procès. Pour les personnes intéressées par ce programme d'acculturation, vous y trouverez un lien pour vous y préinscrire. Voici le moment des remerciements. J'appelle à me rejoindre tous les intervenants ici présents que vous venez de voir au cours du procès. Je remercie chaleureusement Elisa Fromont de l'Université de Rennes, Stéphane Paclet de Bicom, Romain Bovine de l'entreprise Conjecto, Cédric Sauvia de l'association française contre l'IA, qui était avec nous donc en visio, qui existe vraiment, hein, ce n'est pas une IA. Un grand merci à ces 4 personnes que je viens de citer pour leur véritable expertise et leur accompagnement précieux dans la préparation de ce procès. Un énorme merci pour leur jeu d'acteur à Catel Renaud, qui est là, de Keolis. Patricia Diotexé à ma droite et Delphine David, là, notre intelligence artificielle de la CCI. Et enfin, une standing ovation pour les plaidoiries de Maître Pelé, qui a joué la procureure. Maître de la Monneraie, qui a joué l'avocat de la défense. Maître Hubert, qui a joué l'avocat de la partie civile. Et un grand merci à Maître Jean, notre présidente. Et Maître Quesnel, son assesseur. J'appelle également sur scène celles qui ont œuvré dans les coulisses, à savoir Catherine Boutéon de Bicom, Mélanie Jacquereau et Stéphanie Baudiez de la CCI. Un grand merci à tous ses complices. Voilà, et je laisse la parole à Sébastien Vallée de la CCI. Je ne vais pas être très long, je voulais juste féliciter également tout le monde au nom du président Croc pour cette initiative. C'est tout un symbole ici au cœur de Rennes, au cœur de l'innovation depuis des années, à la croisée du monde de l'entreprise, de l'innovation, la faculté de droit qui est désormais à 2 doigts de la zone Atalante, d'ici dans un temple de l'innovation, de faire le procès de l'IA et de nous rendre un verdict mitigé et de se poser, alors qu'on est venu pour évoquer la question de la technique, d'entendre le mot homme à chaque instant et de travailler sur les interactions entre l'homme, le mythe de l'homme, l'immortalité et la place de la technique dans nos sociétés. Et je crois que c'est fondamental. En tout cas, il est un fait, c'est que l'IA aujourd'hui est dans notre société et qu'elle doit poser ces questions-là. Et je suis ravi de cette initiative. Bravo à tous et à tous ceux qui ne sont pas venus. On doit continuer à se poser les questions de la technique. On se les pose depuis l'Antiquité. Elle pose la question de la conscience. Beaucoup de mots très forts ont été faits. En conséquence de quoi, je ne lis absolument rien de ce qu'il m'avait préparé. Mais c'est fondamentalement le point le plus fort qui nous réunit ce soir. Merci tout particulier à nos sponsors, à la ville de Rennes, au Crédit Agricole, je ne voudrais pas les oublier, aux entreprises quand même, vraiment, je le redis, faites-leur une standing ovation. C'était culotté de faire ce procès chez vous. Bicom, Conjecto, et puis le Mai Innovation.
Et le barreau, merci de jouer au juge de temps en temps avec nous et aux chercheurs de nous éclairer.